Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du programme de terminale, la photosynthèse. C'est ce processus incroyable qui, juste avec de la lumière, de l'air et de l'eau, arrive à fabriquer de la matière. C'est le véritable moteur du vivant et on va voir ensemble comment il fonctionne. Prêt? C'est parti. Alors, voilà notre plan de vol. D'abord, on va voir la plante comme une sorte d'usine totalement autonome. Ensuite, on plongera vraiment au cœur de la machine, dans ce qu'on appelle le chloroplaste. Après ça, on décortiquera les deux grandes étapes, la capture de l'énergie, puis la fabrication de la matière. Et pour finir, on verra ce que la plante fait de tout ça. On commence avec une question qui a l'air toute simple. Comment est-ce qu'un arbre gigantesque, un séquoia, qui pèse des tonnes, peut construire toute sa masse, son bois, ses feuilles, à partir de quasiment rien? Juste de l'air et de la lumière. C'est fou quand on y pense, non? Eh bien la réponse tient en un mot, la photosynthèse. Allez, première partie. On va imaginer la plante comme une usine incroyable, qui tourne toute seule et qui fabrique tout ce dont elle a besoin pour vivre. Et pour ça, il y a un mot-clé, un mot essentiel à retenir, autotrophe. Auto, ça veut dire soi-même, et trophe, c'est pour la nourriture. Une plante, elle produit sa propre nourriture, elle est complètement indépendante. C'est la différence fondamentale avec nous, les hétérotrophes, qui sommes obligés d'aller chercher notre nourriture en mangeant d'autres êtres vivants. Les plantes, elles partent de l'infiniment simple, du CO2 de l'air, de l'eau du sol, et avec ça, elles fabriquent tout. Et tout ce processus, il peut se résumer dans cette fameuse équation bilan. Celle-là, il faut la connaître par cœur. À gauche, ce que la plante consomme. 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Et avec l'énergie de la lumière, elle transforme tout ça pour produire, à droite, une molécule de glucose, c'est son carburant, et 6 molécules de dioxygène. C'est un déchet pour elle, mais pour nous, c'est juste vital. D'accord, on a la recette globale. Mais maintenant, on va changer d'échelle et zoomer. Où est-ce que ça se passe exactement, cette transformation magique? Imaginez qu'on prend une feuille et qu'on plonge à l'intérieur. On traverse les premières couches de cellules. On trouve les cellules spécialisées, celles qui sont pleines de pigments verts, et à l'intérieur de ces cellules, on découvre enfin les véritables centrales énergétiques de la plante. Et nous voilà arrivés, bienvenue dans le chloroplaste. C'est là que tout se joue. Sa structure est super importante pour la suite, alors retenez bien ces deux noms. Il y a le stroma, c'est le liquide à l'intérieur, et les thylakoïdes, ces espèces de petits sacs verts empilés les uns sur les autres. C'est crucial parce que chaque étape de la photosynthèse a son propre lieu. Alors, d'un point de vue chimique, la photosynthèse, c'est une grande réaction d'oxydoréduction. Ok, le mot fait un peu peur, mais l'idée est assez simple. C'est juste un transfert d'électrons. D'un côté, la molécule d'eau se fait piquer ses électrons, elle est oxydée et ça libère de l'oxygène. De l'autre, le dioxyde de carbone récupère ses électrons, il est réduit et ça lui permet de se transformer en sucre. L'énergie du soleil, c'est ce qui force ce transfert. Et cette grande réaction, elle se déroule en deux actes, deux phases bien distinctes. La première, c'est la phase photochimique. Elle a lieu dans la membrane des fameux thylakoïdes et comme son nom l'indique, elle a absolument besoin de lumière. La deuxième, c'est la phase chimique. Elle se passe dans le stroma et elle va utiliser tout ce que la première phase a fabriqué. Allez, on attaque l'acte 1, la phase photochimique. L'objectif ici, c'est de capturer l'énergie lumineuse et de la convertir en une énergie chimique que la cellule pourra utiliser. Ce graphique, il répond à une question toute bête. Pourquoi les feuilles sont-elles vertes? En fait, les pigments de la feuille, les chlorophylles, sont des experts pour absorber l'énergie de la lumière bleue et de la lumière rouge. Mais la lumière verte, ils n'en veulent pas. Du coup, ils la renvoient. Et c'est cette lumière verte renvoyée qui arrive jusqu'à nos yeux. La plante se nourrit donc de bleu et de rouge. Un des moments clés de cette première phase, c'est la photolyse de l'eau. L'énergie lumineuse est tellement puissante une fois captée qu'elle permet de casser en deux des molécules d'eau. C'est ça, la photolyse. Et cette réaction libère trois choses. Des électrons pleins d'énergie, des protons et du dioxygène. Et oui, l'oxygène qu'on respire vient de l'eau qui a été cassée par la lumière du soleil. Bon, si on fait le bilan de cette première phase, l'énergie du soleil a été transformée et stockée dans deux types de molécules. La première, c'est l'ATP. Pensez-y comme à une petite batterie chimique, pleine à craquer d'énergie. La deuxième, ce sont des transporteurs réduits, qu'on peut appeler RH2 ou NADPH pour les intimes. Eux, ce sont des sortes de taxis qui ont embarqué les électrons riches en énergie. On a donc l'énergie et les électrons. On est paré pour la suite. On a nos batteries et nos taxis. On peut maintenant passer à la deuxième phase, celle qui se passe dans le stroma. C'est l'étape de construction, là où on va fabriquer de la matière. Et cette étape, c'est un cycle de réaction qui porte un nom, le cycle de Kelvin-Benson. C'est un peu l'atelier de montage de notre usine. Le but de cet atelier, c'est d'attraper le carbone du CO2 qui est dans l'air et de le fixer, de l'intégrer à des molécules organiques. Et pour faire ça, il va consommer les batteries d'ATP et les taxis électrons, le NADPH, fabriqués juste avant.
Et ça, attention, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. La deuxième phase ne peut absolument pas fonctionner sans la première. C'est un couplage obligatoire. S'il n'y a pas de lumière, pas d'ATP, pas de NADPH, et donc le cycle de Kelvin s'arrête net. Les deux phases sont totalement interdépendantes. Et ce cycle est plutôt efficace. Pour faire simple, à chaque fois qu'il fait un tour, il attrape une molécule de CO2. Et après 3 tours, en utilisant l'énergie de l'ATP et les électrons du NDPH, il arrive à produire une petite molécule de sucre, on l'appelle le G3P. Ce n'est pas encore du glucose, mais c'est la brique de base avec laquelle la plante va pouvoir tout construire. Très bien. Notre usine a produit des briques de sucre. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que la plante va bien pouvoir faire avec tout ça? Et vous allez voir que les possibilités sont immenses. En fait, cette matière organique, elle a 3 grands destins possibles. Une bonne partie va servir à la croissance, à construire la plante elle-même. Une autre partie va être mise de côté, stockée pour plus tard, comme des réserves. Et enfin, une dernière partie va servir pour les interactions avec l'environnement, se défendre des prédateurs ou au contraire attirer des alliés. Et regardez la diversité incroyable des molécules que la plante peut fabriquer. Pour grandir, elle va transformer le sucre en cellulose pour faire ses murs, ou en lignine pour faire du bois solide. Pour stocker, elle va le transformer en amidon dans les pommes de terre ou en lipides dans les noix. Et pour interagir, elle peut en faire des tanins au goût horrible pour repousser les herbivores ou des pigments magnifiques pour attirer les abeilles. Et tenez, un exemple de communication qui est juste dingue. Quand une girafe commence à manger un acacia, l'arbre se met à produire plus de tanins pour devenir immangeable. Mais ce n'est pas tout. Il libère aussi un gaz, l'éthylène, qui a un message d'alerte pour tous les acacias aux alentours. En recevant ce gaz, les voisins se mettent eux aussi à produire des tanins avant même d'avoir été attaqués. Un vrai système d'alarme. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la photosynthèse, ce n'est pas juste la cantine de la plante. C'est le processus central qui lui donne à la fois la matière première et l'énergie pour absolument tout faire. Grandir, se stocker de l'énergie, se défendre, communiquer, se reproduire, bref, pour vivre. Et on termine sur cette ouverture. Ce mécanisme qui se passe en silence, dans la moindre petite feuille, est à la base de presque toutes les chaînes alimentaires sur notre planète. Il produit l'oxygène qu'on respire, il régule le climat en capturant du CO2. Alors la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est, face à tous les changements actuels, comment est-ce qu'on peut protéger ce moteur fondamental du vivant? C'est une question essentielle pour notre avenir. Merci de m'avoir écouté.